grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, bienvenue. Et puis dois-je vous rappeler que nous sommes mercredi, que le mercredi, nous rompons généralement et même toujours avec nos habitudes. Oui, alors aujourd'hui, nous allons vous parler de nos lectures qui sont peut-être, sans doute les vôtres, à savoir les livres que nous avons lus, les livres que nous relisons, les livres que nous nous promettons de lire un jour et les livres qui nous tombent des mains. Voici vos grosses têtes en folie. Le plus érudit de notre club, mais au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, je me disais Jean-Jacques Perroni. Bonjour. C'est avec des regards comme le sien qu'on a fusillé Mata Hari, Bernard Mabille. Bonjour. Il professe que la lecture dépend d'abord de la façon dont on mouille son doigt avant de tourner les pages. Vincent Perrault. Bonjour à tous. Elle possède une belle bibliothèque et complète puisqu'on y trouve à la fois les meilleurs auteurs et ses œuvres personnelles. Macha Miril. Quand par extraordinaire, je dis bien par extraordinaire, il ne fait pas rire, la comédie devient alors pour lui une tragédie. Philippe Chevalier. Bonjour. Alors, première réaction aux nouvelles mesures qui vont aggraver les charges pesant sur les familles. Et quelqu'un dont le ventre laissait à penser, et laisse toujours à penser d'ailleurs, qu'il attend un heureux événement et que cet événement est proche, a décidé d'aller accoucher ailleurs. Alors, il s'agit de Depardieu qui va accoucher en Moldavie. Je me disais bien qu'il était enceinte depuis quelques années. Et alors, ça nous amène à la première page, la belle couverture de Point de vue, qui n'a jamais mérité autant son surnom de Point de vulve, puisqu'on y annonce que Charlène de Monaco, bien sûr, est prête pour être maman. Alors, on la voit habillée et debout. C'est une technique d'accouchement qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça veut dire être prête à être maman? Ça peut vouloir dire que c'est en cours. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une visite médicale? Elle attend la petite graine. C'est pour ça que l'autre jour, au casino de Monaco, il y avait un croupier qui criait « Une place à la ponte ». Non, mais elle est prête dans sa tête, dans son corps. C'est pas dans la tête qu'il faut. Oui, non, c'est pas dans la tête. Quand même. Alors, sur le mariage gay, il y a aussi une interprétation de nos confrères de Charlie Hebdo. Apparemment, c'est une plaisanterie, mais ça peut se produire. Alors, c'est une petite ville de province, peu importe laquelle, et peu importe où. On annonce, c'est l'huissier, l'appariteur, il dit « Le premier adjoint s'est fait excuser ». Il s'agit d'un mariage de deux messieurs, ou de deux dames d'ailleurs, peu importe. Oui. Le premier adjoint s'est fait excuser, le maire est malade, le deuxième adjoint enterre sa maman et il désigne la femme de ménage et il dit « débrouillez-vous ». Ça va bien arriver vraiment un jour, ça. Ça va arriver. Mais oui. Et puis des nouvelles des Tibéri. Alors les Tibéri, ils ont participé, d'après Charlie, toujours la même source, ils ont participé à la collecte des bulletins pour la primaire de l'UMP à Paris. Et ils sont très contents parce que leur mission a bien réussi et on leur fait dire eh bien, on revient du dépouillement au Père-Lachaise.
il faisait pas Il voter était les morts, menacé d'être- mais il faisait voter les gens des autres arrondissements. Voilà. Ah oui. Bah, parfois, les frontières sont mal définies. Hein. Et puis Tapi, qui, vous savez, en ce moment prend des résolutions parce que il veut pas être mêlé aux magouilles. Alors, il aurait pris cette décision que rapportent toujours nos confrères de Charlie Hebdo. J'ai décidé de me retirer chez les franciscains. Voilà. Ça reste à vérifier. Hein. Oui. Mais enfin, Tapi, bon. Tapi qui parle d'entourloupe. Le mot est marrant, quoi. Ça rappelle le caf sur bif ou Oui. hein, Ah oui, l'entourloupe. une entourloupe. Ouais, c'est Il le y avait truc. un film, l'entourloupe. Et puis avec alors, Jacques Dutronc. depuis le Dialoguer parodien. triomphe de DSK au Festival de Cannes, son agenda n'a pas cessé de se remplir. Il est demandé partout. Oh. D'abord, on l'a demandé à Lourdes afin qu'il vienne présenter sa Vierge personnelle. Ah oui, bah, dis donc. Un petit coup dans la grotte. Hop là. Ah, il peut déclencher les grandes eaux. Ah ouais, puis là-bas, il en a plein les burettes encore. Hein. Ensuite, il est invité au festival de jazz de Marciac bah oui. avec sa trompettiste. Et je vous laisse, je ne peux pas vous le décrire parce que c'est une station honnête à une heure où les enfants sont encore tout proches. Mais je ne peux pas vous décrire la scène. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la trompettiste joue, ce qui n'est pas habituel, elle joue à genoux. Ensuite, qu'est-ce qu'on lui propose? Ah, alors, il fait la solitaire du Figaro. Alors, il fait la solitaire du Figaro, mais comme il peut pas être seul, hein, alors Il l'a caché dans la soute. il tient la barre et la dame qui est à côté de lui, elle tient autre chose. Voilà. Oh, alors dites donc Borloo. Alors Borloo, on lui fait déclarer quelque chose qui est à la limite du vraisemblable au sujet de la vente des vins et spiritueux du palais de l'Élysée. Alors on lui fait dire, c'est un coup monté. Ils ont fait ça pour me dégoûter d'être candidat. C'est vrai que s'il n'y a plus rien à la cave. Hein. Et puis une très jolie photo d'Elisabeth. La photo est jolie parce que, bon, la Queen, elle commence à être un peu... Non, elle est pas mal parce d'abord, elle est toujours bien habillée. Ah oui, ça. Elle est très propre sur elle. Et elle est en Écosse. Elle est en Écosse. ouais. Et alors, elle pose avec un manteau royal, une espèce de couronne. Comme elle est dans la nature, on se demande ce qu'elle fait là. Et j'accorde la part de la simplicité à Camilla, dont on voit les premières photos lors de sa visite parisienne. Et elle est à côté de la pyramide du Louvre. Alors, elle a un parapluie ouvert, parce que, bon, il n'a pas fait beau. Bah oui, Hollande venait de passer, juste. Elle a ce qu'on a omis de préciser chaque fois qu'on a décrit son physique. Elle a de fort jolies jambes, une taille qui est encore très mince. Vous êtes amoureux, non? Non, mais on la voit posée à côté de la Joconde. Ah oui. Elle a moins de moustache. Elle a moins de moustache, Elle est mais on moins comprend souriante. pourquoi la Joconde a l'air de rigoler. Parce que c'est vraiment une rencontre improbable. Et puis on la voit enfin, parce qu'elle a fait une tournée parisienne qui l'a menée un peu partout, et même dans les marchés, on la voit en train de goûter un échantillon de saucisson que lui tend un charcutier. Or, la vraie lady se reconnaît à l'habileté qu'elle met à manger en public du saucisson. Et là, je vous assure qu'il y a rien à redire. Ah ouais. Elle le prend pas à deux mains, non? Non, On prend une rondelle. Une rondelle. non. Bah c'est la saison, hein, une rondelle ne fait pas le printemps. En plus, attendez, il n'y a aucune ambiguïté. Bien qu'il y ait les deux photos et qu'elle porte le saucisson là où vous pouvez penser, le saucisson diminue au lieu d'augmenter. Voilà. Elle aurait dû aller au marché aux puces, ça aurait fait une antiquité de plus dans le magasin. Non, enfin, écoutez, c'est une jolie femme. On vous sent sous le charme un peu, dites donc. Je suis sur le charme parce que je veux dire qu'elle a su durer. Elle a gardé le même homme pendant 45 ans et ça prouve quand même qu'elle a fait des choses qui attachent. Oui, voilà. Oui. Et maintenant, le coup de sang de Bernard Mabille. Oh non. Oh si. Alors un coup de sang contre les vilains cafeteurs qui sont partout aujourd'hui avec leurs grandes oreilles et leurs langues bien pendues. Un conseil pour qui serait aujourd'hui invité à dîner en ville, bouclez-la.
Pas un mot, pas un secret, gardez le fond de votre pensée pour vous. Moi, quand mon voisin de table me pose pour la 100e fois la question « Il est gentil, monsieur Bouvard ?» Je réponds inexorablement « Je peux pas vous parler, j'ai la bouche pleine. » Résultat des courses, un surpoids de 40 kilos certes, mais je garde ma place aux grosses têtes. C'est la mode, la moindre de vos confidences au dessert fera demain les choux gras des vautours internautes vous mettant sur un siège éjectable. Ça balance à Paris, ça dynamite, ça disperse, ça ventile. Nous assistons au retour des tontons flingueurs. On lèche, on lâche, on lynche. Première victime, Jean-François Copé. Le prototype même de l'honnête homme. Bah oui, s'il n'était pas honnête, il ferait pas de politique en France, allons. Copé le pote à Frigide, grand pourfendeur du mariage pour tous. Des centaines de kilomètres parcourus, chemin de croix entre Landau, Boutin et Ségaz, curé en soutane et chière pleurnichard. Des heures de discours assassins contre l'union de Ginette, des ménageurs de piano et Monique Fordet à Laryngis. Le genre de mec à ne pas faire sa petite lessive à l'homo. Eh bien, Copé serait, tenez-vous bien, dans son fort intérieur pour le mariage gay. Mais chut, faut pas que ses électeurs le sachent. Trop tard, on le sait. Deuxième victime, monsieur Patrick Buisson. Vous savez qui c'est, l'ex-conseiller assis à l'extrême droite de Nicolas Sarkozy. Coup de fil d'une mauvaise langue. Patou, tu sais que la vilaine NKM t'appelle Gestapette? Réplique sanglante d'un Buisson toujours ardent. Elle n'est pas la meilleure pour gagner Paris, mais elle est la meilleure pour perdre. Un tir en rafale façon bavure qui touchera aussi Barouin, Accoyer, Yad, Bachelot, Borloo, qui eurent le malheur de dénoncer son influence nocive. Ces faux culs m'ont tous invité à petit déjeuner, mais j'ai refusé, affirme Besson, ça les a vexés. Bon, refuser de prendre le petit déjeuner avec Borloo, là je le comprends. Le croissant trempé dans le vin rouge dès l'aube, c'est un truc à tirer le renard, même un jour de fermeture de la chasse. Troisième victime, Bernard Tapie. Alors que l'on perquisitionnait chez l'un des 3 juges qui lui ont accordé 40 millions pour préjudice moral, interdiction de rigoler, un informateur tape sur l'épaule du flic. Devinez ce que monsieur Estoup cache dans sa bibliothèque? Un bouquin de tapis. Surprise du flic, un bouquin de tapis, pourquoi pas de Loana? Le barreau est un télo. Et en plus, il est dédicacé par l'auteur. Alors le flic le lit. Pour toi, ma couille, merci pour tout. Je te serre la pogne, trop loin pour te rouler une galoche, ton nanar pour la vie. Ni une ni deux, le flic se fait son opinion. Bien mal acquis ne profite qu'à Tapie. Alors nanar va peut-être devoir rembourser. Voilà, c'est ça. Hier, Tapie gagnait des 1000 et des 1000. Aujourd'hui, Tapie perd 100. Alors... Dans la série de dénonciations, on a Guéant, Cahuzac, Guérini, DSK, Andrieux, Gentil, le juge Gentil et les autres. Les langues se délient. Tout le monde sera éclaboussé puis emporté par ce tsunami pestilentiel. Hollande rigole, lui ne craint rien. Nous avons un président waterproof. Merci, monsieur Mabille. Eh bien, la cerise sur le gâteau, c'est encore Hollande qui la mérite. D'abord, pour un titre dans l'IB, le capitaine Hollande sur le plus grand pédalo du monde. Alors, le plus grand pédalo du monde, c'est ce porte-container dont on a dit qu'il aurait pu recéler dans ses flancs notre Charles de Gaulle. Vous vous rendez compte? Ah oui, il est gros. Ah oui, c'est quand même un bon morceau. porte-avions. Oui. Oh là 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 là. J'espère qu'il marchera Alors ça mieux s'est que bien Charles de passé Gaulle. à Marseille, je vous remercie. Enfin, ça s'est bien passé. Pendant ce temps-là, pendant que Hollande était à Marseille, qui est quand même une ville assez mouvementée, Manuel Valls était en Corse, qui ne l'est pas moins. Et alors, il a recadré à distance son ministre de l'Intérieur. Il a dit, bon, bien sûr, il fait du bon travail, mais enfin, il faut pas oublier que c'est le président qui prend les décisions. Et ça a rappelé, vous vous souvenez... Moi, c'est moi, lui, c'est lui, c'est ça. Oui. Non, ça a rappelé Chirac et avec Sarkozy. Il exécute et moi, je décide. Oui. Ah oui. Et puis alors,
Le maire de Marseille, qui assistait à la scène, a été tellement bouleversé par la venue du président de la République qu'il l'a appelé Monsieur le Premier ministre. Oh, c'est peut-être la vieillesse. oui. Non, mais c'est Marseille, c'est Marseille. Jean-Claude Gaudin, oh, poète. On ne s'arrête pas à ces choses-là, là-bas. Un mec au poil. Oui, Godin. Oui, bravo. Oui. bonne vanne de vieux. Ah oui. Ah oui, parce que les poils Godin. Hein. Ah, c'est redevenu à la mode, tu rigoles. Eh oui, avec la crise. Oui, ah bon. Le Non, bois, le bois. c'est formidable parce que Gaudin, il a su conserver son accent. Ah oui. Oui. Comme Dalida. Oui. Bon, alors que bon, il est tout le temps à Paris, il siège au Sénat, il a été ministre. Et s'il n'avait pas conservé son accent, il ne serait pas Si resté célèbre, oui. maire de Marseille. Maire de Marseille. Les Chinois dont on parle beaucoup, ils méritent qu'on parle également des Chinoises. Parce que Ah bah oui, pour petite les mère. Chinoises qui se préparent à venir en Europe reçoivent des cours gratuits qui sont initiés par le gouvernement pour trouver un mari occidental. C'est-à-dire, on leur apprend la façon de séduire qui n'est pas tout à fait la méthode chinoise. Ah oui. Mais pour rester en Europe ou pour le ramener en Chine Alors, on ne sait pas, mais C'est pas bien. elles formeront d'abord un corps expéditionnaire. Et souvent un très joli corps. Hein. Il faut quand même aimer les petits modèles. Hein, parce que... non, il y a des grandes chinoises, mais elles ont des petits pieds. Parce qu'on leur a mis les pieds dans des c'est brodés. mignon. C'est fini, Non, ça ça a été supprimé. Ah, ça. ça a été supprimé. Mao y a mis bon ordre. non, mais ce serait bien une femme à petits pieds, comme ça elle est plus près de l'évier. Ben oui. Un invité surprise, et alors là, vous allez tomber de haut et peut-être regretter de ne pas avoir 40 ans de moins si vous étiez nul en maths. Bonjour, professeur Laurent Cohen. Bonjour, monsieur Bouvard. Alors, je salue en vous un professeur de neurobiologie à l'hôpital de la Salpêtrière et quelqu'un qui est susceptible de nous éclairer sur ce qui nous a semblé au départ une plaisanterie, c'est-à-dire la possibilité, après avoir reçu certaines ondes électriques dans le cerveau, d'être meilleur en maths. Ben oui, d'ailleurs, si je puis me permettre, c'est la 3e fois que vous m'appelez pour des histoires qui ont à voir avec les maths. Donc je me demande quel est votre lien personnel avec ce sujet. Ça, j'ai remarqué et je me dis, il y a quelque chose qui cloche. Alors, pour ne vous rien cacher, monsieur le professeur, j'étais nul en maths. Je remettais une copie totalement blanche et je n'ai jamais rien compris. Et je me suis dit que si j'avais subi à l'époque un choc, parce qu'il s'agit bien de ce qu'on appelle un choc. Hein. Alors, pas tout à fait. Alors, c'est beaucoup plus soft que ça, en fait. Ce qu'ils ont fait, ces chercheurs, ils ont pris des étudiants, des jeunes gens qu'ils ont utilisés un peu comme cobayes, et puis ils les ont entraînés à faire du calcul mental. Alors, différentes sortes de calcul mental, peu importe, d'une part, faire des calculs, et d'autre part, apprendre par cœur des espèces de tables, bref, faire du calcul mental. Et pendant 5 jours, comme ça, tous les jours, ils leur ont fait subir une séance d'entraînement. Et puis, la moitié de ces sujets, pendant cette séance d'entraînement, avait en plus une espèce de stimulation électrique, mais qui ne sont pas du tout des chocs. C'est un truc très soft dont on s'aperçoit même pas. C'est une espèce de courant continu, comme ça, qui passe dans l'avant du cerveau et qu'on applique comme ça sur le scalp. Donc quelque chose de pas du tout brutal. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est premièrement que le groupe qui avait cette stimulation électrique pendant qu'ils avaient cet entraînement aux maths, eh bien, apprenait plus vite et devenait plus rapide pour résoudre les problèmes de maths. Bon, on admet ce postulat puisque vous êtes une autorité dans ce domaine et que ça paraît vérifié. Oui, ce qu'on ne comprend pas, c'est que ça ne fait. facilite que l'apprentissage des maths et pas d'une autre discipline. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas testé d'autres disciplines. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait la stimulation électrique pendant que les gens faisaient un entraînement de maths. S'ils avaient fait une stimulation électrique pendant que les gens faisaient un entraînement à autre chose, ce qu'ils n'ont pas fait, eh bien peut-être que ça aurait marché pour autre chose, mais on n'en sait trop rien. Donc c'est vraiment, on ne sait pas quelle est la généralité du phénomène, mais enfin, ils l'ont appliqué aux maths. Nous, on est stimulés électriquement pendant les grosses têtes, vous voyez le résultat. Hein. Ça marche fort, on est sur 380 volts, nous. Alors bon, c'est un progrès de la science. Cela dit, quand on a un mauvais esprit comme nous, on ne peut pas s'empêcher de penser au lavage de cerveau.
Oh non, on est loin du compte, là, ça lave rien du tout. Hein. Alors, faut pas confondre avec ce qu'on a appelé les électrochocs ou la sismothérapie, les espèces de gros chocs électriques qu'on donne pour traiter certaines dépressions, par exemple. C'est pas du tout pareil. Hein. C'est pas du tout pareil. C'est vrai que les électrochocs, ça peut donner, par exemple, des oublis, des problèmes de mémoire pendant les heures, les jours qui suivent. Là, pas du tout. C'est très modéré comme stimulation électrique. Ça n'a pas l'air dangereux du tout. Vous savez, au concours d'entrée pour les douaniers, il y a une épreuve de calcul, de mathématiques. On demande au postulant, est-ce que vous savez compter? Le gars répond oui, alors allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. C'est une vieille blague, mais elle est parfaitement en situation. Alors, monsieur le professeur, pas de contre-indication. Non, mais c'est pas encore quelque chose qui est passé dans l'usage. Et je ne sais pas si ça va passer dans l'usage courant, parce que là, c'est une première tentative qui a l'air de donner des résultats intéressants. Mais enfin, c'est une étude qui a été faite par un groupe, etc. On peut imaginer une classe de candidats au bac avec des casques sur la tête. Non, théoriquement, pourquoi pas, mais enfin, il n'est pas encore certain que ça vaille vraiment le coup, si vous voulez. Et ça ne dispense pas de travailler, malheureusement. Ça permet peut-être, dans certains cas, d'aller un peu plus vite dans l'apprentissage, mais ça ne dispense malheureusement pas d'apprendre ses leçons. Dernière question, on a coutume de dire, surtout nous qui n'y connaissons rien, que le cerveau est encore très très mystérieux. Là, apparemment, on a progressé. Bah oui, mais ça, ils ont trouvé ce phénomène-là, mais il n'est pas très bien compris. On ne sait pas très bien comment ça marche. Ils proposent des explications, mais on ne sait pas très bien comment ça marche. C'est comme beaucoup de médicaments, ils marchent, mais on ne sait pas toujours très bien pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi j'étais un cancre, mais je veux dire, si je ne sais pas comment je cesse d'être un cancre, il y aura quand même un progrès. Exactement. Merci, monsieur le professeur. Merci. Tourisme, c'est important le tourisme, surtout que en ce moment on approche des vacances. Du moment où ils vont. Oh, ils sont déjà là. Hein, en fait, ils sont déjà là. Et ce qui est bon à savoir, c'est que nous maintenons contre vents et marées notre place de première nation visitée du monde. Du monde. Eh oui. Avant l'Italie. Avant l'Italie. Avant l'Italie. Attendez, on est 20 fois moins grand que les États-Unis et on reçoit 10 millions de touristes en plus. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que chaque étranger qui traverse le pays est considéré comme touriste. Le mec qui vient de Belgique, qui va en Espagne, il est touriste. Une demi-journée, mais il est touriste. Et souvent en ayant acheté son pain et ses yaourts dans son pays. Non, en fait, non. Là, je pense qu'on prend aussi en compte les gens qui restent un petit peu. Mais ce qu'on a remarqué dans le même temps, sur le même sujet, c'était que de nombreux touristes partaient pour Londres le week-end. Alors pourquoi? Parce que le week-end britannique est plus chic que l'autre? Non. C'est parce que là-bas, les magasins sont ouverts le dimanche. Tout évidemment. Ça, c'est le nombre de Français... Ou un cerveau. Non, le nombre de Français, ça nous fait chaud au cœur à nous autres, à RTL. Le nombre de Français qui préfèrent se réveiller avec la radio plutôt qu'avec la télé. Eh ben, il y a 69% de Français. Ah, c'est un bon chiffre, ça, 69. Oui, c'est ça, voilà. C'est pas moi, Philippe. Hein. Non, alors je reprends. Il y a 68% et demi de Français qui préfèrent se réveiller avec la voix chaleureuse, par exemple, de notre ami Laurent Bazin, plutôt que en regardant une chaîne de télé. Alors on peut l'emmener partout, la radio. Alors oui, mais attendez, quand on est couché, la télévision souvent n'est pas loin non plus. Ah, je sais pas, moi j'ai pas de télé dans mon lit. Vous n'avez pas de télé dans votre lit. les tablettes, parce qu'il y a trop de femmes, il n'y a plus de place pour la télé. Ça, Remarque, il a des femmes, c'est des vrais écrans plats. Hein. Mais non, Il y a des femmes, c'est une vraie station de radio aussi. Hein. c'est du plasma. Tu mets la photo de toutes tes femmes comme ça accrochées? Non, mais je regarde pas la télé au lit, quoi.
Non, mais parce que le réflexe n'est pas encore vraiment créé. Il y a de très bonnes émissions à la télé le matin, très très variées, et en plus avec un service que nous n'offrons pas, et pour cause, de montrer des images. Oui. Mais le français est viscéralement attaché à la radio. Tout le matin à la télé, ça m'est arrivé de tomber autre sur un chose, truc quand on peut- vous voyez une poêle avec des beignets qui flambent parce qu'ils vous font de la recette de cuisine dès 8h du matin, ces goujats-là. Oui, bah, un beignet, C'est- ça peut aller au petit Oh, déjeuner. c'est encore. répugnant. Après les oignons, le machin, alors vous êtes là en suqué encore. Vous voyez Mais non, une mais gosse, c'est non, qu'on mais a rarement attends. une télé dans sa cuisine. Bah et le oui. matin, qu'est-ce qu'on fait? On va dans sa cuisine pour prendre Sous la son douche, on petit n'a pas de télé déjeuner. sous la douche. Voilà, sous la douche, au petit coin non plus. Vous voyez traîner la télé aux chiottes, enfin c'est pas possible. Oh, ça fait ton sur ton parfois. Non, non, mais tu vois, c'est plus pratique, quoi. Moi, j'ai la télé dans toutes les pièces, moi. Ah oui, t'as plusieurs Ah, dans télés? toutes Bah les oui. pièces. Bah oui. Ah oui. Moi j'ai la T'habites radio. Et maintenant, vous savez T'habites un studio, c'est pour ça. Vous savez que les tablettes. Moi j'ai la radio dans J'ai mon toutes les chaînes peignoir sur ma et tablette. ça me suit toute la matinée. Non, mais attendez, on a dit des Français qui se réveillent. Réveillent. Oui, c'est vous vous réveillez pas à la cuisine, sauf Péroni qui était qui s'y ivre endort. mort. Il est mort, il qui s'est est tombé endormi, sur là. Non, Bah, mais ce qu'il y a Péroni bien se réveille à maintenant, la c'est que cave. vous avez ça s'appelle un radio réveil, justement. Oui, un radio réveil. Vous le mettez sur la station et ça vous réveille avec la radio. C'est très Oui, pratique. oui, c'est le radio réveil. Oui, voilà, c'est ça. Tu vas répéter combien de fois ce que je dis hein? Il y en a un qui est formidable qui vous fait le lever du soleil. Ah oui, oh, dites donc. On a l'impression de se réveiller en été, c'est génial. Et oui, Radio il donne réveil. une luminosité. Ouais. T'as Ah, l'impression que le soleil inonde ta chambre. Ah oui, c'est de la luminothérapie. Je voudrais que vous vous joigniez à moi pour accueillir Poupette. Poupette, c'est notre auditrice du jour. Bonjour Poupette. Mais, Bonjour à vous. Elle est charmante Poupette. mais on hein. rajeunit un petit peu les cadres, On là, dis soigne donc. le public de demain. Ah oui. Alors Poupette, elle s'appelle Aurore, ce qui est un oui. très très joli prénom. Merci. Elle se Mais lève tôt. comment on passe d'Aurore à Poupette? Et bien, Poupette, ça me vient de quand j'étais petite. Et voilà, c'est un surnom qui se garde. Ah oui, mignon, c'est un surnom de mignon. bébé en quelque De sorte. bébé, voilà, c'est Enfin, vous êtes tellement jeune. Vous Et êtes 18 ans. attendez, reculez un peu parce que c'est un cache-nez ou une jupe, je vois pas bien. Il y a Pépère qui se fait un bain d'œil, là. Ah bah oui, bah, faut dire, elle est vraiment ravissante. Ah, c'est Ah oui, mignon, merci. Poupette. Elle est Ah oui. jolie et puis elle est, et c'est peut-être plus rare, elle est gracieuse. Ah, gracieuse. Hein une femme gracieuse, c'est une femme qu'on peut avoir pour rien. Hein. Bah oui, Ah, c'est élégant. Ah, c'est élégant. Elle est très gentille. Elle a 16 ans, hein. Si je parle 18. commerce, si je parle commerce avec Poupette, c'est parce qu'elle est dans une école où De marketing, oui, à Bordeaux. Alors Bordeaux, c'est sur le campus, hein. Oui, c'est ça. Oui, je la connais parce que j'ai eu un petit-fils qui a fait ses études à l'école de commerce de Bordeaux et il était revenu enchanté. Il paraît que c'est une bonne école. Alors c'est pas une des premières de France, mais elle est bien placée, hein. Mon école, c'est l'ISEG. Ah oui, oui, oui. Et alors il paraît que c'est une école qui a une bonne réputation et que il y a des patrons qui viennent attendre les élèves à la sortie de l'école. Oh, bah, il y a pas que Ah bah oui, il n'y a pas que les patrons. Hein. Moi, je connais un marchand d'imperméables. Mais non, ne cherchez pas le vice partout. Non, je veux dire par là que le premier emploi est plus facile à trouver quand on est Oui, jeune et voilà, qu'on c'est sort ça. d'une école de commerce. C'est vrai. En fait, on paye le réseau, c'est ça, surtout. Voilà. Ah, il y a un réseau. Il y a un réseau, ouais. Ah oui. Si on peut s'inscrire, donnez-moi les coordonnées. Alors, C'est dites-moi, rare d'en sortir à 70 ans aussi. Hein. après, qu'est-ce que vous allez faire? Vers quoi allez-vous vous orienter? Eh bien, je sais pas encore. Je suis qu'en première année, donc je verrai bien en fonction des stages, etc. Il y a combien d'années? Il y a 5 années. Oh là. Ah oui, 5 ans. Voilà. Dis donc, il en faut du temps Il y pour a apprendre à eu- marketer et quand même. Il y Hein. a eu Voilà. une année préparatoire avant d'intégrer Non, l'école, j'ai passé directement le bac après le l'année bac. dernière, voilà, c'est ça. Au Ouais. rattrapage, mais je l'ai eu. Ne pose pas de questions, t'en as rien à foutre. Attends, il faut bien bien. parler. Il faut bien parler au début. On peut pas être là comme ça, comme un pauvre bestiau. Mais vous allez faire du commerce ou bien vous allez être manager Plutôt dans le management, oui. Ah oui, le management. Hein. Voilà. Ah oui. Alors là, à Bordeaux, j'imagine que vous avez commencé à constituer votre réseau, comme vous dites. Oui. Il y a beaucoup de monde, hein. Ouais.
Des garçons, des filles? Les deux. Les deux. Je suppose que le week-end, ça va jusqu'à Arcachon, jusqu'à la Dune du Pilat. Le réseau va bien au bord de Oui, mer, oui, en oui, général, très bien. hein, quand même. Très bien. Oui, oui. Voilà, alors, avant que vous décrochiez le diplôme de l'école de commerce de Bordeaux, vous allez avoir, c'est un encouragement, le diplôme d'auditrice d'honneur Merci. des Oui, grosses c'est pas têtes. donné à tout le monde. Merci, bravo. Merci. Un petit bisou. Ah bah oui. Ah oui. Elle est d'excellent commerce. Hein. Autour de moi, Jean-Jacques Perroni, Présent. Bernard Mabille, Présent. Vincent Perrault, Macha Merrill et Philippe Cheval. Présent. Et notre thème d'aujourd'hui, alors ça a l'air d'être un peu de la provocation à une époque où on lit de moins en moins, mais c'est justement parce qu'on lit de moins en moins qu'on a pensé qu'il fallait un peu parler de nos lectures et inciter ceux qui l'ont abandonné à retrouver le chemin des librairies. Alors, qu'est-ce que vous lisez en ce moment, Perroni? En ce moment, j'ai fini le dernier Dan Brown et je lis un vieux bouquin, là, en ce moment. C'est un vieux bouquin de quoi? Je suis en train de relire Uranus de Marcel Aimé. Ah, c'est bien ça. Ah oui, très bien. J'avais vu le film. Ah oui. Qui était assez fidèle. Oui, oui. oui. Moi, j'attends que le film sorte quand... Un roman je sort. lis pas, oui, quand le roman sort. Qu'est-ce que je lis, moi, en ce moment? Je lis l'autobiographie de Neil Young. Ah, Ouais, le chanteur. Ouais. Ah bah oui, pas le curé. Oui. Que je vais aller, que je vais aller voir il est demain lourd, soir hein. à Bercy. Ah, tu vas. Ah oui. Alors, moi, j'aime bien en avoir plusieurs à la fois. Donc, Vous parlez des filles je ou des parle, bouquins? je parle également des livres. Je suis en train de terminer, parce que c'était épais, l'autobiographie de Keith Richards des Rolling Stones. Ah, ça, je l'ai lu l'année Et je dernière. me suis bien amusé parce qu'il est pas langue de bois et il dit plein de trucs. Non, il est plutôt gueule de bois. lui. Et oui, mais le matin seulement. Dites Et donc, c'est bien, mais c'est pas très littéraire. alors hein, tout justement, ça. en même temps, j'ai ressorti Les Liaisons dangereuses de Chauderlot de Laclos. Oh, il est chaud Et, d'Herlot. il est très chaud, Derlot. Et moi, les romans épistolaires, c'est rarement intéressant. Et j'avais beaucoup aimé celui-là et je me remets un petit peu dans celui-ci. Et aussi un bouquin sur les adaptations de Sade au cinéma par Jacques Zimmer, qui est un très bon bouquin Oui, sur oui, toutes les adaptations. on l'avait eu, c'est un spécialiste de l'érotisme. Ah oui, hein. oui. Mhm. Macha, Moi, je reviens de la remise du prix du roman de l'été. Donc, j'ai lu le livre de Didier Van Kovlart, qui a gagné d'ailleurs, qui s'appelle Les femmes de ma vie, qui est La femme de nos vies, pardon. Formidable roman. Le livre d'Alexandra Lapierre, qui s'appelle Tu seras une reine un jour, et qui est un livre historique formidable chez Flammarion. Et puis voilà, oui, mais enfin, tout ça, c'est pas du classique. Hein. c'est des livres contemporains, ça. Oui, mais oui, parce que oui. Ah bah, ils sont contemporains. Ils sont arrivés par la poste il y a 8 jours. Hein. voilà. Bah, je suis désolé, Philippe, mais je peux pas vous dire ce que je lis parce que moi, je lis plein de choses en même temps. Oui, Alors, je Toi lis aussi, t'en as plusieurs à la fois. Alors, un petit coup de Balzac quand ça me tombe sous la main, un petit coup de Macha Merrill, là, le livre que tu m'avais dédicacé il y a 2 ans, j'ai Ah, pas je l'ai terminé. lu, celui-là. J'en suis à la page 12, mais parce que je relis indéfiniment. Le livre érotique. Mais non, mais oui, le livre érotique, Ah, et ça a oui. l'air passionnant. Je lis un roman d'un de mes amis qui s'appelle Daniel Rocher, qui s'appelle La Croisette s'amuse. C'est très rigolo, mais j'ai pas fini non plus. Et je relis indéfiniment les premières pages du Voyage au bout de la nuit. Et t'arrives pas à aller plus loin? Non, je suis je suis à peu près à mi-route. Et puis je relis indéfiniment aussi le début du côté de chez Swann. Alors, quels sont les lecteurs de Proust? Ah, pas moi. Pas vous. Ça me tombe des mains. Moi non plus, j'ai du mal, j'y arrive Non, pas. moi J'essaye. non plus. j'ai Ah bah parce essayé, que c'est un peu trop élevé pour vous. Mais Tu vas voir comment on va te la baisser si tu continues. Non, moi j'allais à l'école à la Madeleine, mais malgré ça, j'ai pas... très bien. Proust. Moi, j'ai du mal aussi, c'est curieux. hein, Non, pourtant. mais en revanche, j'avais bien aimé le livre de Célestine qui avait vécu avec Ah, lui ça- et qui ça- Célestine Albaret. Albaret, c'est Sa ça, cuisinière, qui avait fait une non très très belle description du Oui, personnage. mais attendez, c'est la servante de l'écrivain. Voilà. Ah oui, mais elle a C'est quand pas- même assisté c'est à pas beaucoup de choses. l'écrivain. Ben non. Bon, Proust. Proust, hein, ça, mais alors là, oui, longtemps il- je me suis, etc. Oui. Ah oui. Et puis, qu'est-ce que j'ai lu donc autrement
est-ce que vous connaissez les titres de Proust? Un amour bon, de Swann. Il y a À la recherche du temps perdu, c'est le titre générique. Voilà. Les filles en fleurs. À l'ombre des Il y a jeunes d'abord filles. le l'ombre des jeunes filles en fleurs. Alors, le premier, c'est comment? du côté de chez Swann. Du côté de chez Swann. Et le second? À l'ombre des jeunes filles en fleurs. À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Voilà. Bon, alors il faut en profiter, puisqu'on parle de la lecture et qu'hélas c'est un sujet maltraité ou peu traité, pour évoquer le travail des écrivains. Alors on a fouillé la sonothèque des grosses têtes et on a retrouvé une confidence de notre cher et regretté Jean Dutour, qui parlait de la façon dont il écrivait et surtout sur quel papier il écrivait. C'est ce que j'appelle du papier de récupération. J'écris sur le verso de tous les manuscrits qu'on m'envoie. Comme ça, je préserve la vie d'un arbre ou de 2 arbres, ou peut-être toute une forêt depuis le temps. Je trouve que le fait de sauver les forêts en utilisant le papier de récupération, eh ben, c'est bien. J'attends un moment, je laisse le manuscrit vieillir quelques années. Puis quand il est à point, voilà. Et les vieilles factures aussi, non? Non, parce que je pourrais avoir une idée de les retourner, ça me foutrait le cafard. Alors, il y a les livres et il y a ce qu'on en fait. Quand on en reçoit beaucoup, quelquefois, on n'a plus de place dans sa bibliothèque. On en donne On les dans ces donne. cas-là. Alors, à qui vous les donnez? Des voisins, à la campagne, dans le Gers, à des gens Des qui n'ont pas la amis. chance d'avoir une librairie à côté de chez eux. Moi, je donne à la Donc, bibliothèque j'en du Bled. Parce que je vous dis ça, je vous ai dédicacé un livre, il y a le une vôtre, je l'ai. quinzaine d'années, et je l'ai retrouvé en vente chez un bouquiniste sur les quais. Alors ça, Et pas cher, hein. ça je vous crois pas. Attendez, moi, ça Ça, m'est... je ne vous crois pas. Ça arrive Ça tout le m'est temps, arrivé de trouver chez un bouquiniste, enfin pas sur la Seine, hein, dans le 13e, je tombe sur l'édition avec couverture chez Gallimard de l'élégant d'Albert Simonin. J'adore Albert Simonin. Je regarde s'il est en bon état et page de garde, il y avait une dédicace d'Albert Simonin à sûrement un de ses copains en disant tiens Francis, d'une littérature qui se vendra comme des petits pains. Signé Albert Simonin. Ça m'a coûté à l'époque 10 francs et j'ai un autographe d'Albert Simonin. C'est vachement bien. Ah oui. Bon, enfin, c'est un autographe qui t'est pas destiné. c'est- Oui, mais Non, c'est mais pas c'est pas grave. grave. Mais Le bon, mot pas de mal. l'auteur, tu as Tu n'as pas d'autographe de Bernard Tapie, non? Non, non, j'ai des autographes de Jean Dutour, justement, de Dormesson, De Philippe Bouvard. bien sûr, ça oui, et j'en ai un de San Antonio. oui. Bravo, le titre c'était Bravo Docteur Beru. Et il m'avait ça date des années 70, et il m'avait dédicacé ça en mettant à Jean-Jacques cette littérature médico-illégale. Et il signait Frédéric Dard ou San Antonio quand San c'est- Antonio. J'ai un autographe de Boudard. Ah, Eh ben justement, j'avais une question à vous poser à propos de Berrurier. Connaissez-vous ses prénoms? Alexandre Benoît. Eh ben oui, c'est une bonne réponse, quasiment collégiale. Alors, une enquête vient de tomber opportunément puisque elle établit que les Français lisent un peu moins et regardent davantage la télévision, que les hommes lisent un peu plus que les femmes et que les gens d'un certain âge lisent beaucoup plus que les jeunes. C'est pas étonnant, hein, tout ça. Problème plus de temps. Problème de temps, plus de temps, de ouais. disponibilité. Il faut Mais je dire trouve qu'il n'y a rien de mieux que de commencer une journée par une lecture. Là, pendant le Festival de Cannes, ces 15 derniers jours, j'étais parti avec une biographie de Louis de Funès de Bertrand Dical qui était extrêmement documentée. Tous les matins, un chapitre avec un petit café, en regardant la pluie tomber. Tu tires pas un coup, toi, le matin J'aime bien lire le matin. Au festival d'histoire, de Cannes, moi. il trouve qu'à lire, elle est dedans. Ouais. Pour les têtes à queue, je suis plus le soir. Eh ben, le matin, c'est vraiment bien de commencer une journée en lisant. Je crois qu'il Oui. nous bluffe beaucoup. Quand la petite est rentrée chez ses parents, quoi. Auquel est allé à l'école. Alors, Oui, quand je l'ai raccompagné à certains la- d'entre vous ont publié et doivent posséder dans leur bibliothèque, comme Macha, à la place d'honneur, leur œuvre personnelle. Non, non, non. Oh, si, alors. On a besoin on a tout le temps besoin d'en avoir en réserve parce qu'on fait des cadeaux, les gens vous les demandent, donc c'est bien d'avoir une petite réserve quand même. Hein. Ah, c'est pour vos bonnes œuvres, alors. Oui, 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 un peu, oui. Non, publié mais parce combien que, attendez, si vous les faites relier, parce qu'ils paraissent généralement dans une version un peu moins bien présentée, cartonnée. Oui. Vous faites pas parfois la dépense Oh, non, de non, faire non. relier Oh, non, non, pas du tout. Non, Ah, non, non. non. Au contraire, j'aime bien avoir des poches, justement, des livres
livres de poche. Il y en a quelques-uns qui sont sortis en poche. Ah bah tout le monde va pas en poche. Oui, hein. oui, oui. non, Toi, t'as publié combien de romans J'en suis au 18e. quand même. oui. Voilà. Ah oui, c'est beaucoup. Hein. Ah ouais, dis donc. Ouais. Oh bah attendez, à côté d'elle, Madame de Sévigné était une analphabète. Hein. Vous, Philippe, vous en avez énormément. Ben oui. J'en suis à 55. Ah oui, ça. Non. C'est-à-dire quand je dis que j'ai pris en un demi-siècle 55 livres, il y a eu plus de kilos encore. Non, mais attendez, c'est normal quand on a un stylo, du papier, et que c'est le métier, quoi. Hein. Oui, un petit peu d'inspiration éventuellement quand même. Alors, attendez, il faut quand même parler des classiques. Hein. Ah oui, Ouais. les classiques. Alors, les classiques, c'est ce qu'on vous a fait lire de force pendant votre enfance. Qui vous a dégoûté souvent. Et souvent, effectivement, ça nous en a dégoûté. Tu parlais, Jean-Jacques, hier du rouge et du noir, enfin du rouge et le noir. Ah, la chanson de Jeanne Masse. Oui, ah oui, là. C'est ça, non Et Toi, c'est c'est vrai de que la t'avais mis culture. du temps à le lire, moi Ah ben, aussi. mais non, c'était au lycée, ça me tombait des mains. Avec Mais Madame- Stendhal, on donnait pas Stendhal au lycée. Si, Ah, si, bah, si, si, en si. troisième, moi j'ai lu Je Le crois rouge que et ça le a noir. bien démarré grâce à Georges Marchais quand il disait c'est un Stendhal. Oui, c'est ça. Oui. Ça peut être aussi. Autre écrivain de renom, et peut-être celui qui a aujourd'hui le plus de succès en France, Jean d'Ormesson. Eh bien, Jean d'Ormesson, lui, il nous avait confié que quand il se relisait, il était impitoyable envers son propre texte. Oh, ben, c'est très simple. Cet été, j'ai travaillé un peu et j'ai rapporté une centaine de pages. Eh ben, il m'en reste 3. J'en ai jeté 95 ou 97. Sévère avec vous-même. Hein. Ben oui. Vous savez, je ne crois pas beaucoup aux gens qui publient 2 livres par an, par exemple. Mais il me faut 3 ans pour écrire un livre. Ce qui fait un écrivain, c'est le mélange à peu près indiscernable de la forme et du fond. Tous les éditeurs connaissent des personnages qui arrivent et qui disent « ma vie est un roman ». Et quelquefois, c'est vrai, il y a des vies qui sont des vies extraordinaires. Et ça fait quelquefois des best-sellers, mais ça ne fait pas des bons livres. Un bon livre, la forme est inséparable du fond et la manière d'écrire est inséparable de ce qu'on écrit. Oui, alors, Va ajouter quelque chose mais après ça. C'est vrai, mais ça pose une question pour les traductions. Si vous lisez Dickens ou Dostoïevski, vous le lisez. Bon, vous pouvez éventuellement lire un peu Dickens en anglais si vous voulez, mais alors, le lire en russe, toi tu sais peut-être lire. Mais en français, c'est pas pareil. Je Et pourtant, déteste ça lire les reste- traductions, justement. Je lis Tchekhov si je peux dans Il y a le des texte. livres qu'on lit pas parce que justement ils sont pas traduits et qu'on connaît pas les auteurs. Par exemple, moi j'ai jamais lu Marc Lévy, j'ai pas trouvé de traduction en français. Il y a une très jolie formule là et je voudrais que vous en identifiez l'auteur et ça va vous être d'autant plus facile que vous le connaissez bien et qu'il est venu plusieurs fois ici. Qui a dit « La pensée vole et les mots vont à pied ». Voilà le drame de l'écrivain. Orsena. Non, il n'est pas de l'Académie, mais il sera peut-être un jour. C'est Max Gallo? Non. Non, ah ben, il en est, lui. Il est, lui. Ah, il en est le pauvre. Il en est? Ah bon? Alors bien. un écrivain, évidemment. Alors un écrivain qui est venu comme invité. Oui, alors qui publie une partie de son œuvre d'ailleurs chez Gallimard, dont vous parliez à l'instant, et puis une autre partie très différente chez un autre éditeur, Solers. qui est journaliste. Hein, c'est ça. Journaliste aussi. Télé-radio, Télé-radio. Franz-Olivier Gisbert. France-Olivier Gisbert, bonne réponse de Vincent Perrault. Alors aujourd'hui, pour lancer un livre, faut la télé et la radio. Hein. Ouais, faut tous les médias. Faut de la Faut tout le monde. publicité. Ça aide évidemment. Non, mais parce que l'auteur peut être mauvais à l'écrit, s'il est bon à l'oral, il vend bien. ça rattrape. Et l'inverse est vrai aussi. Hein. Quelqu'un qui a fait un très 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 bon bouquin et qui en parle mal, ben il vend rien. Ah oui. Il faut un bon buzz sur Internet aussi, quand même. Ça peut oui, aider. ça marche aussi. Oh, oui, Ouais, ça ouais. marche. Ouais. Regardez, ça n'a rien à voir, mais le film de Ryan Gosling, là, dont personne ne parlait vraiment. Oui, il a suffi cette histoire La lutte d'interdiction et hop Philippe là. Ity et Ségolène Royal, ça a lancé le truc. Ouais, bah, attendez,
Quand il s'agit de raconter un roman, souvenez-vous de la formule de Pivot qui disait une émission littéraire. C'est un type qui n'a pas écrit un bouquin, qui en parle avec un gars qui ne l'a pas lu à destination de gens qui ne liront pas. C'est souvent ça, hein, vraiment. Alors, est-ce que vous lisez, vous êtes capable de lire, et là je vous tirerai mon chapeau, un livre de littérature étrangère dans son texte original? Ah non, j'aimerais, mais malheureusement non. Bah non. Ah non. Bon, moi, je vais... Vous lisez des polars américains, vous... Oui, mais mais dans les traduit, traductions traduit, françaises, c'est très dur parce que... Ouais. Alors les polars, c'est d'autant plus dur que vous avez de l'argot. Ah oui. L'argot américain, c'est comme l'argot français. Ça passe à une vitesse folle. En 6 mois, vous avez des expressions qui sont complètement désuètes. Vous avez les expressions qui concernent la la cave. littérature Moi, russe. je vais crâner parce que je lis en italien Pavese et les Lumières d'août. Je lis en anglais Faulkner. Et je lis un petit peu de russe, mais ça, c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a beaucoup de mots que je connais pas. Mais Tchekhov en russe, ça n'a rien à voir avec Tchekhov traduit, c'est vrai. Vous avez des auteurs américains, comme par exemple Jim Harrison, qui est toujours traduit par le même traducteur, qui s'appelle, je crois, Brice Mathieusen, et c'est très très bien traduit, paraît-il. C'est vraiment, lui, Harrison, il ne veut que ce type-là Où pour traduire. entreposez-vous vos bouquins? Dans une bibliothèque, enfin sur des rayonnages, un petit peu partout. J'en ai un peu partout. Est-ce moi. que Chaton lit? Elle lit pas beaucoup. Oh bah non, Faudrait c'est- lui va s'y mettre. apprendre. Elle lit pas beaucoup, mais elle est. Mais elle a une boîte de crayons de couleur. Non, non, mais elle est à la lettre Q en ce moment. Tu dois quand même passer de bonnes soirées alors. Elle aussi. Moi j'ai des bibliothèques, Philippe, dans toutes les pièces. À part les toilettes, bon, mais. C'est pourtant là qu'on a le temps de lire. Oui, mais là c'est plus des revues quand même. hein. Ah, non, C'était non, le les cabinet livres de aussi. lecture. Non, non, On j'ai disait des le- bibliothèques dans chaque pièce et même là chez moi, les livres commencent à envahir le Moi, dressing. je ne sais plus où les mettre. Il faut Ouais. on s'en Ça débarrasse ça d'ailleurs. devient les Je DVD les et offre les livres, ça devient parce que je sais problématique. moi aussi, moi aussi. Ah, je sais plus. Mais quand je crois que Vincent Perrault, vous m'avez dit, je sais plus où les mettre, mais à l'époque, c'était pas des bouquins que vous parliez. C'était en revenant du festival de Cannes. Oui, on parlait des starlettes. Les grands classiques. Qu'est-ce qui relie Balzac? De temps en temps, oui, avec Balzac, plaisir. non. En été, c'est Ouais. vraiment ça. Mais Hugo, j'ai relu Ruy Blas, tiens, il y a pas longtemps. Alors attendez, ça c'est pas Zola, ça. c'est le théâtre. Hein, C'est ça. le théâtre. Oui, c'est le Ouais. théâtre, mais enfin, Ouais. c'est Ah bah, c'est on peut quand même, considérer comme un. Qu'est-ce qu'il y a un lu, grand ce que texte, je quand même. considère moi que le chef-d'œuvre romanesque absolu du père Hugo, L'homme qui rit. Ah, il y a longtemps, Ils je en l'ai lu il y a fait- longtemps. Ah, non, Bah, là je l'ai aussi, pas j'ai lu, vu le ouais. film. Oui, je ils en l'ai fait pas un lu, film il n'y a ouais. pas Il y a Il y a longtemps. plusieurs versions. Ah oui, ça c'est le. Mais je Terrible, trouve on vous parle bouquin, vous répondez j'ai vu le film. Ah oui. Mais Oui, j'aime pas trop lire, Philippe, parce qu'on est seul quand on lit et ça me casse les pieds. J'aime bien. C'est-à-dire que le cinéma a remplacé un peu l'épopée romanesque. Parce que on a Bon, l'histoire mais tout t'as de vu ce suite qu'ils en ont une fait heure avec et Les demie. Misérables, un désastre. Non, mais quand si même, vous hein. lisez par exemple Quo Vadis, là il vaut mieux voir le film avec Robert Taylor hein, quand même. C'est de qui ça, Quo Vadis? Oh, je sais plus. Melvin Leroy. Ah oui, Bravo c'est ça, Melvin Leroy, Bravo. oui. Moi, je suis en train de relire Malraux, La Voix Oh royale. là Oh putain, ça voix du tombe silence. des. Eh ben, Et La Voix c'est- royale. La Voix C'est royale. une lecture ou une punition que vous ouais, infligez? Mais Ah, non, 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 elle a c'est raison. drôle parce que j'avais essayé et j'y arrivais pas il y a quelques années. Maintenant, ça Ouais. m'intéresse. La Voix royale, c'est nettement mieux que la Ah. condition humaine. Ah, la condition humaine, je trouve ça illisible. Ah moi. oui, moi aussi. Ah oui. Pour lire Malraux, faut de l'espoir. Hein. Oui, non, bravo. Bon, il y a Camus qui est un classique maintenant et c'est toujours un plaisir de lire Camus. Il y a quelqu'un a un bouquin de Camus dédicacé, je c'est crois. moi. Ah oui. C'est parce que mon père était très copain avec Albert Camus. Ah oui. Et quand je suis né, Cabu. Cabu. Oh le lapsus. C'est toi, Camus. C'est toi, Camus. ouais, ça, Parlons de quelqu'un d'autre. Et, et pour ma naissance, il lui a dédicacé, je sais plus si c'est L'étranger ou L'homme révolté, mais c'est à mon intention. Ça Ah, c'est bien, dis donc. ça, dis donc. Oh là là. Ça vaut cher, hein. Oui, c'est Ça Moi, tombe. Camus, hein. j'aime Il bien était prix lire, Nobel. lire comme ça par le journal L'indicateur de Jules Bertrand. Renard, par Ah, exemple. bah ça, Ah bah oui. Ça, j'aime bien. Attendez, Voilà. notre Jules Renard, Voilà. c'est notre Mais parrain. rentrer dans un roman pour aller jusqu'au bout, ça me terrifie. Ah, voilà. Ça me terrifie. Aller jusqu'au bout d'un livre. Alors, oui. voilà. C'est la supériorité de l'écrivain sur le lecteur, c'est que l'écrivain, lui, il va au bout. Oui. Il est fort. Et nous, ça... Bah, écoutez, quelquefois. j'ai un témoignage là de Éric Emmanuel Schmitt sur le personnage central de la vie d'un écrivain, le lecteur.
Un jour, je monte dans un TGV avec les places réservées et je vais m'asseoir à côté d'un monsieur qui avait un de mes livres, qui me dit même pas bonjour d'ailleurs et qui me reconnaît pas. Je m'assois à côté de lui et je me dis je vais enfin voir comment réagit quelqu'un qui lit un de mes livres. Il a ouvert le livre et il s'est endormi. Ah, ça remet les choses en place un peu, oui. Ah non, mais attendez, voir les gens lire un livre ou un magazine ou un journal dans lequel vous écrivez, c'est une épreuve. D'abord parce que, bon, non seulement il y a ceux qui s'endorment, mais ça c'est la faute du train qui berce, mais il y a tous les gens qui viennent le déranger, le contrôleur, l'annonce du wagon-bar. Alors vous avez envie de dire, mais laissez-le lire tranquille. Et puis surtout le type qui lit attentivement tout le magazine, il ne saute qu'une page, celle où vous avez votre article. Oh non, c'est dur ça. Alors, Balzac, vous pouvez citer quelques titres? Ah oui, Lys dans la vallée. Le père Goriot. Eugénie Grandet. Le cousin Ponce, la cousine Sus. Oui, la cuisine bête. La cousine bête. Le curé de Tours. Oui, il y en a plein. Mais moi, Balzac, il fait partie des gens qui... Ça me tombe des mains. Et la condition humaine, évidemment. Alors, Balzac, il écrit pas très bien. Mais alors, dites donc, il a quand même créé 2000 personnages dans la comédie humaine. Je crois que c'est Marcel Aimé. C'est Marcel Aimé qui parlait de Simon en disant que Simon, c'était un Balzac penchiant. Ah, Simon, voilà. Là, ça c'est formidable. Parce que ce qui est terrible chez Balzac, ce sont les descriptions qui n'en finissent pas. Et vous savez pourquoi? Parce que c'était publié à l'origine en feuilleton et qu'il était payé à la ligne. Mais oui, donc il fallait. Et c'est pour ça qu'Alexandre Dumas faisait beaucoup de dialogues. Voilà. Vous aviez tiré A à la ligne. Oui, beaucoup non, de dialogues. à la ligne. C'est formidable, les Trois Mousquetaires. Ah bah oui, ça c'est... Mais les auteurs de votre jeunesse, ça n'a pas commencé par Dumas. Jules Verne. Attendez, il y avait des collections pour enfants. Il y avait la bibliothèque rose. Vous l'avez pas connu, la bibliothèque verte. Michel Détective, le Club des Cinq. Le Club des Cinq. Philippe, j'ai même commencé avec la bibliothèque rose, avec les oui-oui. J'avais l'intégrale des oui-oui. Ah bah oui. Oui, et le Godemichet. Moi, je m'en souviens, mais alors... Les aventures de oui-oui en Chine. Oui, me prend le petit rond, c'était formidable. Babar. Non, mais alors après, il y a par exemple, on lisait quand on était adolescent, par exemple, Alphonse Daudet avec les contes du lundi. Tout à fait. Oui, les lettres de Montmoulin. Le curé de Cugnan. Adolescent, mais j'ai quasiment tout lu Bob Moran. Vous voyez, ça c'était formidable. Ah oui, bien sûr. Henri Verne, Bob Moran, c'était formidable. Et Jules Verne. Alors moi je lisais les contes et légendes. Alors là, attendez, il y avait deux grands auteurs dans ma jeunesse dont on parle absolument plus aujourd'hui. Ekman Chatrian. Anatole France. Oui. Ah oui. Ekman Chatrian un peu moins. Anatole France et Alphonse Daudet. Alphonse Daudet. Qu'est-ce qu'il lit aujourd'hui? La chèvre de Et Jean Monsieur Seguin. Jean Giono aussi, mais c'était déjà le niveau au-dessus. Bah moi, ma grand-mère m'endormait en lisant La chèvre de Monsieur Seguin. J'étais bercé à la chèvre. Est-ce que tu pleurais à chaque fois? Ah oui, à chaque fois. Moi aussi, à chaque fois. On a eu la même grand-mère, non? Il y a un air de famille entre vous deux. C'était formidable. À propos d'Alphonse Daudet, moi un jour, Laurent était à la maison, on travaillait, puis alors Jules était petit, il était à l'école, et alors il mange, et puis on l'envoie se coucher. Alors je sous-titre, Laurent c'est Laurent Gérard et Jules c'est son fils. Voilà, c'est ça. Et on était en train de boire l'apéro, puis il va dire... Ah, c'est du pastis. Il buvait l'apéro. Non, il était au lit déjà. Ah bon. Et puis Laurent... Il était sous déjà. et Laurent venait pas, je vais voir dans la chambre, et il y avait Laurent qui était assis au pied du lit et qui lisait les trucs d'Alphonse Daudet à Jules avec les accents. Alors il faisait Fernandel, il lui faisait Galabru. Curé au cucugnan. Et le môme, il pouvait pas dormir, il était au spectacle. Ah oui, ça devait être... Qu'est-ce que vous pensez des comédiens qui font des lectures publiques? Ah, j'aime bien ça. Ça prend je suis allé voir Philippe Noiret, c'était absolument formidable. Mais attention, il y a ceux qui lisent, puis il y a ceux qui vous disent c'est une lecture comme Lucchini et qui au bout de 2 minutes connaît le texte absolument par cœur. Il y a les vrais et les Et ça, un succès fou. Moi, je fais ça à Toulouse maintenant, le Marathon des mots. Et il y a un succès incroyable. Les gens adorent entendre lire. Ça me donne envie de prendre le bouquin complet. Mais tu lis vraiment le livre ou tu le connais? On ne peut pas lire en entier, on choisit, on fait des extraits, mais c'est formidable. Mais tu lis, tu as le livre sur un pupitre. Absolument. Ah oui, au moins, il n'y a rien à apprendre. C'est quand même un boulot de paresseux, là. Il n'y a pas de décor. Mais si on ne fait qu'une fois, on n'a pas envie d'apprendre tout ça, quand même. Oui. Le Père Hugo, il y a le poète, vous n'en avez pas parlé. La poésie, ça vous intéresse pas? Oh là là. La poésie, ça m'a toujours bien emmerdé. C'est devenu dur, hein, ça.
Les illuminations. Enfin, Rostand, c'est quand C'est même vraiment toujours des formidable. trucs d'école où il fallait apprendre par cœur, on dormait pas la Et nuit. les femmes de La Fontaine, c'était pas mal quand même. C'est formidable. Ouais, C'est ce qui passe enfin, à la il y avait Fontaine, des ça, faciles et c'est des génial. difficiles. La poésie, je m'y suis mis vraiment, non pas à l'école, c'est quand j'ai découvert Verlaine et Rimbaud chantés par Léo Ferré. Ah oui. Et ça m'a fait un déclic. Ah ouais, Alors j'ai même. acheté les bouquins après, bien Même. sûr. Et puis la chanson du Mal-Aimé, d'Apollinaire, tout ça, c'est par Ferré que j'ai abordé. Aragon par Ferrat. Non, pas Ferrat frisé, non, celui-là, je ne veux pas. Mais Aragon par Ferré, oui. Alors le moment est venu quand même de vous mettre au pied du mur. Quel vers avez-vous mémorisé? Oh, j'en ai tellement bu, mon pauvre Philippe. Ah oui. Ah, bien. Non, vous qui avez une mémoire d'éléphant. Alors, quel vers de Hugo, des vers de Verlaine? Ah bah Hugo, c'est combien de marins, combien de capitaines sont partis pour des courses lointaines et n'ont jamais ramené la monnaie. C'est de Mélenchon, ça. Non. Rimbaud, Ce mot que vous croyez qu'on a tout... Enfin, non. Ces ailes de géant empêchent de marcher. Ah non, mais ça, c'est Baudelaire, C'est ça. Baudelaire, Oui. oui, mais il me demandait des... Oui, il reste pas grand-chose. Hein, quand Bah, même. c'est Le dormeur du Val. Un soir de demi-brume à Londres, un inconnu qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre et le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte. Je suivis cet inconnu dans les... Ah, bah là j'ai un trou. Bravo, Et ça, hein, c'est bravo, qui, ça bravo. C'est la chanson du Mal-Aimé. Ah, la d'Apollinaire. chanson du Mal-Aimé, ah oui. Ah oui. J'aime mal. beaucoup Apollinaire. Ouais. Et la tragédie classique? Ah non, ça je connais Ah non, pas. c'est bien emmerdant ça. Britannicus? Oh là là. Ah non, mais c'est pareil, quand on était au lycée, on était obligé d'aller voir ça. Oui, au théâtre. attendez, on vous demande deux choses. Oui, je brûle. Et on les réussit pas toujours. D'abord, c'est d'apprendre par cœur et ensuite après d'oublier. Et ben moi, il y a des choses que je suis pas arrivé à oublier et j'arrive pas à m'en débarrasser. Les matinées classiques au théâtre Récamier, mais c'était une purge. Ah oui. Il y avait Avec aussi Marcel Dassancourt. Oui, Michel Etcheverry, enfin je sais plus, des gens comme ça. Les gens de la Robert comédie Etcheverry. française. Il y avait aussi Voilà, d'Apollinaire Michel. Purge. dans la haute rue à Cologne, elle allait et venait le soir, offerte à tous en tout mignonne, puis buvant l'as des trottoirs très tard dans les brasseries borgnes. Ah, ça, c'est Rimbaud. C'est beau Apollinaire. quand vous le dites, mais on comprend plus rien. Hein. Alors je fais un Tu connais effort tout et puis voilà. Apollinaire. Alors, des vers, vous en connaissez? Ah oui, moi, je connais par rien. Alors, j'aime bien, par exemple, ça, je trouve ça très joli. Ce toit tranquille où marchent des colombes, entre les pins palpitent entre les tombes. Midi le juste y compose de feu. La mer, toujours recommencée. Ô récompense après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. Et voilà le travail. Paul Valéry. C'est de Valérie. Oui. C'est la première strophe du cimetière marin. Bah là, j'aime bien la deuxième. Les cris aigus des filles chatouillées. Ah oui. Toujours très excitant. Alors, le théâtre. Bérénice, dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers nous séparent de vous, etc., etc. C'est le plus beau. Le Racine, c'est Il y a absolument une magnifique. partie latine, allez, vous dites etc., etc. Il y a aussi le bonheur viendra peut-être en attendant Sinna pissant par la fenêtre. Ah oui, c'est bien. Là vous avez compris là. Oui, puis tout de suite, c'est plus drôle. Parce que j'aime bien aussi, c'est... Alors ça, je m'en souviens, c'est les pastiches. Ah oui. Le pastiche de je sais plus qui, mais c'était un grand auteur. Et ça rime. Et en voyant son cou d'une main sûre, il lui écrase le ventre au milieu de la figure. Ça veut rien dire, mais dès l'instant que ça rime, on s'en souvient mieux. Il y en avait un qui avait Bah fait oui. des passages, c'était Fourest, Georges Fourest. Georges Fourest. Ah oui, mais toi, il faut dire Georges Fourest. Alors, il y a un merveilleux résumé de la pièce de Corneille. Lorsque on fait dire à cette petite cruche, mais fort belle, de Chimène, et ça résume la pièce. Ah, qu'il est beau garçon, l'assassin de papa. C'est Bah, superbe. il y a Tout y toute la pièce. Tout Bah y oui. est. c'est vrai, Tout y est. Mais il faut dire que Jean-Jacques aime bien les pastiches, hein, le pastiche 51 surtout. Alors il y a les nègres, il faut quand même leur faire une place, puisqu'aujourd'hui, très peu de gens savent écrire, les nègres ne savent plus où donner de la plume. Écoutez Dan Frank. En général, on vous demande d'écrire pour des gens qui ont un nom, voilà, et il manque de plumes, donc on est leur plume, mais en fait, les éditeurs publient des mémoires ou des traités politiques ou des traités de beauté ou que sais-je encore, ou des livres de recettes, parce qu'ils espèrent que ça va se vendre. Et nous contribuons à ce chiffre d'affaires. Il m'est arrivé de me retrouver, par exemple, sur un plateau d'apostrophes. Alors j'étais derrière, et il y avait sur la scène un homme dont j'avais écrit les mémoires de A jusqu'à Z, et on lui posait des questions. Il disait oui, j'ai mis énormément de temps à écrire
écrire ce livre avec la chair de ma chair et le sang de mon sang. Et je trouvais que c'était absolument formidable. Mais en plus, en général, vous savez, il y a toujours un rapport qui s'établit comme ça, c'est que les gens oublient. Pourquoi ? Parce que quand vous commencez à écrire pour les autres, on vous aime profondément, vous allez créer une espèce de notoriété artificielle, puis au fur et à mesure qu'on avance dans la rédaction du livre, le livre devient notre livre, puis ça devient mon livre, et on vous jette, et on vous oublie, c'est la règle. Est-ce qu'il est exact que certains ne lisent même pas l'ouvrage publié sous leur nom ? Quand ils savent pas lire, ce qui arrive. Jadis, quand on disait qu'une femme était en lecture, qu'est-ce que ça voulait dire ? Enceinte. En lecture. Non, qu'elle était en train de tirer un coup. Oui, c'est-à-dire c'était la formule de la sous-maîtresse dans les maisons qu'on a fermées. Oui, oui. Ah non, mademoiselle Agnès, elle est en lecture. Oui, ça c'est joli. Ah bah ça fait culturel, hein. Ah oui, c'est bien ça. Oui. Un écrivain, et c'est la question de Monsieur Maury de Toulouse, qui s'est fait enterrer, c'était sa dernière volonté, avec les lettres d'amour qu'on lui avait envoyées. Ah, ça c'est super, mais ça se faisait beaucoup au romantisme. Alors, ça, Un grand d'amour. classique. Alors, bon, poète et romancier, légèrement exotique, un personnage d'ailleurs. Pierre Loti. Pierre Loti. Eh oui. Il n'y en a pas 36. Alors, aujourd'hui, il serait dans tous les magazines People. Ah, oui, Il y en avait un qui s'était fait enterrer aussi, et non des moindres, il était de l'Académie française, avec la petite culotte de la femme qu'il avait passionnément aimée. C'était Anatole France. C'était Anatole France. Vous connaissez pas bien son œuvre, mais très bien sa vie. Bonne réponse de Perroni. Question littéraire, c'est Madame Safran qui la pose. Quelle est la destination du vol de nuit de Saint-Exupéry ? L'Argentine ? Ah oui, Amérique du Sud. Le Pérou, donnez-moi l'aéroport d'arrivée. Oh là là. La Terre de Feu. C'était pas Roissy à l'époque. Hein. D'arrivée. Oui, j'ai bien compris. Toulouse-Blagnac. Lima, non. Oh là là, j'en sais. Ah oui, ah là là. Hein. Oui, ah là là. Ah oui. C'est plutôt aïe 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 d'ailleurs. C'est en Amérique ? Saint-Exupéry, ça va toujours emmerder aussi, donc là je suis... Alors attends. Non, vol de nuit, j'ai bien aimé, c'est le Buenos petit prince Aires. qui m'a fait Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. vous sauvez l'honneur d'un grosse tête, monsieur Chevalier. Ah oui, vraiment. Quelle est, demande Madame Peretti de Bayonne, l'écrivain qui se défendait de faire l'amour, refusait même parfois, afin de garder toute son énergie pour l'écriture. Ah, c'est Simon. Simon. Oh bah non, attendez, il se par vantait d'avoir eu 10 000 femmes dans... Oui, mais pas dans l'écriture. Chateaubriand ? Balzac. Balzac. Ah bon ? Bonne réponse de Perroni. Oui. Ah oui. Tiens, quelle culture. Hein. Ah bah ça. Tu peux pas régater, mon pote. Ah non. C'est tout. T'es pas équipé pour. Alors, petite anecdote de la vie littéraire. Bon, la vie littéraire, elle tourne souvent autour des prix littéraires. Encore qu'il y en ait plus que de jours dans l'année et que tous ne fassent pas vendre. Alors, il y a un prix littéraire qui est important, c'est le prix Goncourt. Et quelque ouvrage qu'il couronne, on en vend quand même beaucoup. Pas tous. Et donc, tous les écrivains qui sont en lice forment des vœux le jour du prix pour qu'ils décrochent la timbale. Et Didier Decoing, à l'époque où il n'avait pas encore été élu à l'Académie Goncourt, attendait un jour d'avoir le prix Goncourt. Et puis ça s'est pas passé comme il l'espérait. Je pensais que ça allait m'échoir. Et donc, j'arrive chez mon éditeur et je vois dans la cour un très très beau camion vert avec des lettres d'or. L'arrière était ouvert et il y avait des cartons avec des merveilles de petits fours salés, de petits fours sucrés. Et je dis, qu'est-ce que c'est que ça? On me dit, c'est pour ton cocktail. On s'installe dans le bureau de l'attaché de presse, l'aiguille comme un, on arrive à 13h et à ce moment-là, c'est Armand Lanoux, je crois, qui sort sur le perron de Drouan et qui annonce le prix Goncourt a été attribué à Jacques Laurent. Ah, je me dis, je l'ai raté. Voilà. Enfin, je suis encore un jeune écrivain, tout est permis. J'étais pas très triste, alors je voyais autour de moi les éléments, ils faisaient un peu la tête. Mais brusquement, dans la cour, à travers la fenêtre, je vois quoi? Je vois le camion dont on referme les portes et le camion qui s'en va. Et je dis, où il va?
et on me dit va chez l'autre. Un gros four d'abord, un petit four. C'est drôle. C'est bien, ça. Les mêmes. Alors, nous allons maintenant faire éclairer notre lanterne sur le thème que nous sommes en train de traiter, mais avec quelques oublis. Il s'agit de ce que les Français aiment, et notamment des classiques qu'ils lisent encore. Et pour en parler, un libraire que nous connaissons bien, Gérard Collard, qui est certainement un des meilleurs, et plus qu'un libraire, un conseiller littéraire. Gérard Collard, en dehors des bouquins qui se vendent, et ça, il n'y a qu'à regarder le box-office, quels sont les classiques qui ont encore une petite chance d'être lus ? Alors une petite chance, parce que c'est sans compter sur les profs de français qui sont vraiment des tue-l'amour et là qui sont vraiment des assassins au niveau des classiques parce que c'est à nous dégoûter. Il y a le Rouge et le Noir de Stendhal, ça reste un classique, c'est un des plus vendus avec... Chartreuse de Parme aussi. Oui, la Chartreuse de Parme. Il y a aussi beaucoup de Maupassant. Alors Maupassant, ça a beaucoup... c'est merveilleux, Maupassant. Parce que c'est le côté paysan des Français, ils retrouvent. Et puis il y a Edgar Poe. Parce que ça a un côté, pour les gamins, ça a un côté Stephen King, un peu policier. Naturellement, c'est toujours dans les éditions de poche. Ah oui, bien sûr. Oui. Ah oui. C'est inconcevable qu'ils achètent du classique autrement qu'en poche. Et le Comte de Monte Cristo, les grands... Non. Les Trois Mousquetaires. Non. Et Jules Verne. Jules Verne, non. C'est les grands-parents qui achètent ça pour les enfants et les enfants le mettent dans la bibliothèque, mais c'est tout. Alors la bibliothèque rose, ça a disparu, la bibliothèque verte aussi. Qu'est-ce que les jeunes achètent comme collection ? La BD. Je vais être un peu tragique, mais les jeunes, ils n'achètent pas de classiques. Ils achètent des mangas, ils achètent des choses comme ça. Nous, on essaye de leur faire lire en faisant des comparaisons avec la société actuelle, mais c'est très 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 dur de faire acheter. Nous, on peut faire acheter Edgar Poe parce qu'on le compare à Stephen King, donc ils se disent Stephen King c'est bien, donc je vais aller voir Edgar Poe. Il faut toujours aller les titiller, les chercher, faire des comparaisons. Pour eux, c'est alors, j'ai dit que vous étiez un conseiller littéraire, et c'est vrai parce que vous parlez des bouquins comme quelqu'un qui non seulement les vend, mais qui les a lus avant de les vendre, et je crois que c'est rare dans votre profession, mais également, vous êtes un observateur impartial du petit psychodrame qui précède l'acte d'achat. Le client entre, naturellement, s'il y a un livre sur la caisse, et c'est vous qui l'avez mis, il regarde davantage que les autres. Hein. Ah oui, absolument, mais nous, on a un système d'étiquettes qu'on met sur les livres en disant pourquoi on l'aime, pourquoi on n'aime pas celui-là, donc les gens vont une habitude, donc automatiquement, ils vont vers ce qu'on leur conseille, mais les clients sont très friands, hein. C'est comme, ils sont très friands des librairies comme les nôtres, parce que c'est comme les gens qui recherchent le bon pain dans les bonnes boulangeries, c'est de plus en plus rare, donc il n'y a aucun problème, ils suivent les libraires avec beaucoup de fidélité. Et alors bon, c'est pas comme le saucisson, on peut pas en goûter une tranche, mais en revanche, on peut dévorer la 4e de couverture. Oui, souvent c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur, mais souvent ils s'installent devant le livre et ils commencent à le lire, donc ils ont vite fait au bout des premières pages, c'est comme une chanson, hein, dès que vous avez le refrain, vous savez que vous allez aimer et tout, et le livre c'est un peu ça. Vous avez déjà eu des lecteurs à qui vous aviez conseillé un achat, qui n'avaient pas aimé le livre et qui vous le rapportaient en vous demandant de le reprendre? Oui, parce que sur certaines étiquettes on m'est remboursé sur si pas ça, mais ça m'est rarement arrivé, hein. C'est franchement... non, j'ai rarement eu ça. Est-ce qu'on lit encore un peu Marcel Pagnol Le problème de tous ces gens, c'est que c'est donné en lecture à l'école, et que dès qu'un bouquin est donné en lecture à l'école, il est mort au niveau de la vie. C'est une connotation. Puisqu'on parle en même temps cinéma et littérature, on a revu La fille du puisatier il n'y a pas longtemps, ça a dû donner un regain de faveur. Un regain pour Pagnol, c'est bien vu. Très bien, oui. Oui, sauf que c'est Giono. Il y a les gens, alors là, les romanciers actuels, les gens qu'on a vus à la télé et ceux qu'on n'a pas vus. Hein. Oui, enfin, le rôle d'un libraire, c'est ça, c'est en fait de parler de ceux qu'on n'a pas vus à la télé. Hein. Donc, et ceux qu'on voit à la télé sont pas forcément les meilleurs. Donc, c'est notre truc d'aller à la pêche, d'aller chercher, de se farcir des tonnes de mauvais. Voilà. Et puis la littérature française, c'est très compliqué d'avoir des bons parce que c'est vraiment moi, mon nombril et tout. Donc, il faut vraiment trouver et chercher. Mais on y arrive et les gens... L'injustice, Monsieur Collard, vous avez remarqué que on parlait davantage des livres de journalistes? Ah bah oui, mais c'est parce qu'ils sont dans le réseau, donc on a des copains, donc on peut en parler à la télé, on peut parler à la radio, et voilà. Est-ce que vous conseillez Marc Lévy?
Non, alors je conseille pas Marc Lévy, mais je ne fais pas partie de ceux qui tuent les gens qui l'achètent, dans la mesure où le principal actuellement, la crise du livre étant telle, c'est que le principal c'est qu'ils aient un livre dans les mains. Eh bien écoutez, si vous avez une minute, Jérôme Garcin qui n'est jamais autant critique que lorsqu'il parle de ce romancier dont il faut rappeler que c'est un romancier à succès. J'ai voulu tenter l'expérience comme on tente une expérience de spéléologie ou d'alpinisme, et je dois avouer que je ne mesurais pas l'ampleur inouïe de la vacuité du propos et surtout de l'écriture, parce que je ne parle même plus de prose là. C'est au-delà de l'affligeant. Je ne sais même pas comment d'ailleurs caractériser. Par exemple, pour décrire la prose de Marc Lévy, je crois qu'il n'y a pas dans le dictionnaire les mots qui conviennent. Ça n'est rien. Sachez que dans quelques jours va sortir un film de Lorraine Lévy, qui est sa sœur, écrit à partir d'un scénario de son frère, donc de Marc Lévy. Et là, les deux ensemble font des miracles, c'est-à-dire que c'est encore plus mauvais que le livre que je viens de lire. C'est fou, ça. Le vrai juge, c'est le lecteur, quand même. Il vend. Oui, non, mais moi, Marc Lévy, alors on peut pas me reprocher d'avoir dit du bien de Marc Lévy, puisque, bon, on se hait un peu, mais le problème, c'est que le rôle du libraire, c'est ça, c'est d'avoir quelqu'un qui a un livre de Marc Lévy dans les mains, et puis lui dire, écoutez, j'ai peut-être mieux que ça, et puis voilà, c'est ça le rôle important du libraire, et de lui vendre quelque chose qui soit de meilleure qualité. Ouais. Alors, dernière question, et essentielle pour vous, est-ce que on ne lit pas moins aujourd'hui qu'hier? Est-ce que les tirages et la diffusion et les ventes ne s'en ressentent pas? Ah si, enfin, mais je pense que plus que c'est une crise économique, les tirages sont moins importants, les ventes sont moins importantes, mais ça s'est beaucoup accentué depuis la crise économique. Je crois que le livre est très victime de ça, mais je pense pas non plus que ça soit aussi dramatique que ça, et qu'il y a un tas de libraires qui font bien leur boulot, et par contre la radio, la télé devraient être encore plus disponibles au niveau des livres. Et est-ce que les Harry Potter ont vraiment, comme on le dit, amené beaucoup de jeunes à lire? Oui. Vraiment, ça a aidé, ça. Ça a été un déclic énorme, et après, le livre, c'est une habitude, c'est comme une drogue. Il faut qu'ils aient l'habitude d'avoir cet objet dans les mains. Alors, peu importe dans l'absolu au début de ce qu'ils vont. Oui, c'est une habitude, mais il y a des gens fort intelligents qui n'ont jamais lu. Je me souviens avoir reçu chez moi quelqu'un que j'aime bien et que les téléspectateurs adorent, qui est Vincent Lagaffe. Bon, alors, fièrement, je lui ai fait visiter mon bureau où il y a pas mal de bouquins. Il a regardé et puis il a baissé le nez et il m'a dit « Savez-vous que je n'ai jamais lu un livre de ma vie ?» Oui, il s'en fout. Il le dit, il s'en fout. Ceci dit, il y a des gens qui lisent beaucoup qui sont de fiefs imbéciles. Donc, on peut retourner la situation. Ça compense, c'est vrai. Merci Gérard Collard et bravo pour votre action et vos conseils. Monsieur Brémond de Dijon demande que fit Zola avant de se mettre à l'écriture de La Bête humaine. Il a essayé un stage à la SNCF. Il s'est mis dans la peau du personnage, il a été dans une locomotive. Exactement. Oui. Il a fait le trajet entre Paris et Mantes. Bon, voilà, c'est ça. Mais il était dans le tender de la locomotive. Bonne réponse de Bernard Mabille. Dans le roman 5 semaines en ballon, quel est le but recherché? De vendre des ballons. Ils vont en Afrique, non? Oui, mais c'est les sources du Nil. Ah oui, ils cherchent à découvrir les sources du Nil. Bonne réponse de Péroni. Ah non, mais il y a encore de la culture. Non, mais il a dit les sources du Nil, mais t'as pas dit laquelle? C'était Philippe Chevalier. Madame Cassagne de Paimpol demande où Victor Hugo acheva-t-il Les Misérables? À Waterloo. À Waterloo. Bonne réponse de Péroni. Vous comprenez pourquoi la plupart du temps maintenant c'est Péroni qui pose des questions. Oui, alors là il se rattrape. C'est pour laisser toute leur chance à ceux qui nous en envoient. Péniblement. Ça je vais me mettre à boire. Alors, dernier chapitre, vos premiers livres érotiques, vous vous souvenez? Ah oui. Oui. Emmanuel. Alors moi j'ai... Emmanuel, je crois. Oui, Emmanuel, il y a eu avant quand même Lady Chatterley, non? Ah bah oui, Lady Chatterley. Ah bah oui, c'est vrai. Ah oui. Ouais, mais c'était moins explicite, Lady Chatterley, quand même. Oh, pour l'époque, hein. Moi, c'était L'ingénue libertine de Colette, qui est très, très, très érotique, tout en étant très convenable. Moi, j'ai jamais lu de trucs érotiques, à part et moi, je trouve que les plus beaux trucs érotiques, mais je crois que je vous l'avoir déjà dit, c'est dans les Saint-Antonio.
Par exemple, Beru et ses dames ou des trucs comme ça, c'est formidable. Vous avez des trucs absolument... Ah, c'est imagé en tout cas. Ah ouais. Ah oui, oui. Ça vous laisse pas de bois, si j'ose dire. Ah oui, oui, oui. On est que raideur. Oh, je vois à quoi ressemble le marque-page. Premier livre lu. Premier. Oh, premier livre lu, bah, quand on est enfant, évidemment. Qu'est-ce que c'est? Ah ben, il y en a qui je sais attendent pas, d'avoir c'est Cendrillon. 40 ans. Alors, je pense, moi, c'est mon père qui me lisait les contes du chat perché de Marcel Aimé. Ah, Marcel Aimé, oui. Avec Delphine et Marinette et les animaux qui parlaient. Il y a un auteur dont on parle plus beaucoup, bon, c'est pour moi le plus grand, c'est Flaubert, et surtout son copain, bien que la télévision l'adapte souvent, c'est Maupassant. Maupassant, c'est oui. formidable. C'est formidable. Boule de Suif, c'est Et formidable. il y en a un Et autre alors de la même catégorie, c'est Octave Mirbeau, qui est formidable. Les affaires sont les affaires. Ah, non, mais ça, c'est du théâtre, non? Ah, c'est du théâtre, les Ah, affaires oui, sont oui, les affaires. oui. Ah oui, d'accord. L'abbé Jules est formidable. Le journal d'une femme de chambre. Ah oui. Ça, c'était... Eugène Sue. Le journal d'une femme de chambre, c'est de Strauss-Kahn. Oui, oui. Dans la série noire. Ah, puis il y a tous les Arsène Lupin, tout ça, quand même. oui. Ah oui, Arsène On Lupin, a lu Sherlock tout ça. Holmes. Oui, Ah, oui, Sherlock Holmes, c'est merveilleux. L'aiguille creuse, les 8 coups de l'horloge. J'étais très Maurice Leblanc. Ah, moi, je lisais Hans Christian Andersen. Et les Rouletabille. Ah oui. Mais alors, mais ça, il ça a les lit pris un coup, encore, hein. Ah, Rouletabille. Ah, ils ont sorti des films. Qui lit encore Eugène Sue. Ah, bah oui. Oh, non, ça, non, non. Ah oui, les mystères de Paris, c'est ça, oui. Ah non, il y en a un qui est beaucoup mieux, c'est Paul Fév- les mystères du peuple. Ah c'est oui. formidable. Eugène Sue aussi. Ouais. Et Roule ma bille, c'est bien de... Alors, je voudrais vous faire entendre Claude Durand. Alors, Claude Durand, il a été notre invité d'honneur, et un double titre, parce que c'est un éditeur à l'origine, qui est devenu ensuite un auteur à succès. Et il avait inventé une méthode qui, selon lui, devait améliorer le confort de lecture. Le problème pour les lecteurs, vous savez, c'est le bruit. On est vraiment tellement envahi par le bruit que j'ai cherché les endroits où il y avait encore du silence, où il y avait presque plus personne d'ailleurs. Et je pense que les églises devraient être réservées, en dehors des offices naturellement, Aux lecteurs. à la lecture. Mais il fait pas chaud par contre. Hein. Bah, couvrez-vous. Ah oui. Ça, c'est pas bête. Hein. Mais oui. Ça, c'est pas bête. Ouais. La dernière citation. Alors, la dernière citation. Allez, Jean-Jacques. Non, c'est... Non, mais il a déjà la réponse. Attendez, je vais la retrouver. Oh bon Dieu. Ah, quand c'est moi, c'est mieux rangé. Qui a dit « Les mauvais romanciers sont ceux qui savent, en commençant à écrire, quel genre d'histoire ils vont raconter. » Jean Dutour. Jean Dutour. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Un festival Perroni. Festival. Qu'est-ce qu'on s'incline là? Oui, alors c'est pas à vous que je vais dire raconter, c'est à Philippe Castelli, puisque nous sommes actuellement dans l'évocation de nos grands raconteurs disparus. C'était le boucher qui vient défendre sa femme. Puis alors il arrive chez le commissaire de police. Ouais, c'est le commissaire. J'ai éventrer ma femme à coup de couteau. Ah bon, oui. Alors ça s'est passé à quelle heure? À 5h du matin. Eh ben vous ouvrez tôt dans la boucherie. Voilà. Voilà, c'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain.